Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 821 et au début je ne devais pas faire de critique analyse de cet épisode, pas parce que je n'avais pas le temps, mais parce que quand j'ai fini de regarder cet épisode, j'ai trouvé cet épisode moyen. Oui, c'est vraiment le terme que j'utiliserai. Il était moyen au niveau de l'animation, il était moyen au niveau de l'histoire, et il a tellement été moyen qu'à un moment il s'est terminé, je me suis dit, mais punaise, il s'est passé que ça. Et après, en faisant quelques petites recherches pour préparer justement cette vidéo, car oui, même des critiques analyses d'épisodes, même si je sais ce qui va se passer dans cet épisode, je prépare quand même ces vidéos, et bien je me suis aperçu qu'il y avait quelques petits trucs qui étaient assez sympas à dire, et surtout, je me suis bien éclaté, j'ai bien rigolé à quelques passages au niveau de cet épisode et j'ai voulu partager ça avec vous. Alors, cet épisode, je ne sais pas si je l'ai dit au début de cette vidéo, je pars totalement en live, correspond aux 8 dernières pages du chapitre 853, ce qui est vraiment très très court. Et cet épisode se termine à un moment du chapitre, c'est-à-dire que là où le chapitre se termine, cet épisode se termine aussi. C'est tout simplement Luffy qui sort et qui a une tête assez creuse. On voit qu'il commence à ressentir les effets de la faim, et ça c'est peut-être beaucoup plus présent dans le manga, dans l'anime plutôt que dans le manga. Le fait qu'on ait vu plus de combats dans l'anime qu'on en a vu dans le manga, et le fait de montrer qu'il en chie un petit peu contre un mec que normalement il devrait balader comme ça, il y en a beaucoup qui doivent se dire mais c'est pas logique, Luffy est beaucoup plus fort que ça contre Galetta, Galbelta, bon, enfin un nom comme ça, l'un des frères justement d'Opéra, il devrait pouvoir l'éclater en un seul coup, il n'aurait pas besoin de toujours autant forcer et tout. Et oui, là c'est vraiment pour accentuer le fait que Luffy soit vraiment très faible. Il est presque, à la fin on le voit, il est presque incapable de marcher normalement, on le voit qu'il commence à tituber, et je trouve que ça c'est vraiment bon. Il y a vraiment une accentuation de la détresse entre guillemets de Luffy, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode. Après, il m'a fait énormément rigoler, hein, pas Luffy, hein, l'épisode, parce qu'il y a des petites choses qui ont été mises en plus, et je me suis dit mais pourquoi ils font ça? Là on voit que Pedro a réchappé de l'explosion. Alors oui, je sais qu'on me l'a dit dans les commentaires que dans la critique analyse de l'épisode précédent, je n'avais pas mis assez d'effets dramatiques sur l'explosion de Pedro, et les gens m'ont dit, les gens qui te regardent, ils vont se douter que justement Pedro s'en est sorti. Alors oui, je l'avoue, parce que même moi quand j'avais vu le manga, ça m'avait semblé assez... je le voyais pas, et comme l'information est donnée directement dans le chapitre suivant, même Shiroda n'a pas voulu faire d'effet de style au niveau il n'y a pas de traces de sang, il n'y a rien du tout quoi. Même on voit au niveau des dégâts après tout autour, on voit qu'il y a des blessés, on voit pas qu'il y a de morts, et même le comte Tamago, dont je me rappelle plus le nom maintenant, avec cette évolution en mode super poulet. D'ailleurs là on voit aussi la référence entre le coq français, enfin le coq emblème de la France, et le fait que la fin des phrases de Tamago soit ponctuée par des expressions françaises comme soir, bonjour, etc. Ça c'est vraiment très bien, j'aime bien les petites refs comme ça. Et oui, on s'en doutait un petit peu qu'il allait s'en sortir, et là on le voit justement qu'il a réussi à s'échapper grâce à Chopper, qui l'a pris à travers le miroir. Et ce que j'ai vraiment adoré, je sais pas si pour vous, moi c'est des détails, mais c'est des détails qui m'interpellent. C'est-à-dire que Pedro, il a un briquet pour justement allumer ses grenades, et après on le voit allumer une cigarette grâce aux étincelles, enfin à l'électricité à l'électro qu'ils produisent avec leurs doigts. Donc là je me pose une question, mais pourquoi ils ont un briquet? Pourquoi Pedro... Alors, pourquoi il utilise ses doigts au lieu du briquet? Peut-être qu'il a perdu le briquet au moment de l'explosion, ou quand il a dû partir, il l'a fait tomber. Peut-être, mais ce que je me pose comme question, c'est que on sait que Senji, il a un briquet, parce que quand il allume sa cigarette, il a besoin, il va pas faire un jab jumble à chaque fois qu'il va allumer sa cigarette. On comprend un petit peu l'allusion, et en plus c'est quelque chose qu'il a depuis le début, donc c'est une sorte d'effet de style pour le personnage. Mais là, vu que les Ming sont capables de produire de l'électricité et comment il allume sa cigarette,
je me demande pourquoi ils ont eu besoin d'un briquet. C'est-à-dire que Pedro, normalement, il n'a pas besoin de briquet, il a juste qu'à faire les étincelles avec ses doigts. Donc voilà, il y a le petit truc comme ça qui m'a fait rire. L'autre chose aussi qui m'a fait rire, c'est le fait que, encore une fois, depuis un bout de temps, ils se font tirer dessus et jamais ils ne se font toucher. C'est-à-dire qu'il y a Jinbei en train de courir, il est poursuivi par 4 pleu-pleu qui sont en train de lui tirer dessus. Nami est derrière dans son dos, jamais elle ne se fait toucher par une balle. Putain, les mecs, ils ont été formés où? Ils ont été formés sur l'étoile noire, quoi. Parce que ça, c'est un truc qui a toujours fait rire au niveau de Star Wars, où les Stormtroopers, quand ils tirent, jamais ils ne visent. D'ailleurs, ça a été un running gag au niveau de Star Wars, le 7. On a dit, ça y est, les Stormtroopers savent enfin tirer, savent enfin viser. C'est un truc qui fait rire. Et là c'est pareil, quand tu les vois tirer dans tous les sens, même sur Dressrosa, on les voyait, jamais les mecs ne se faisaient toucher. Donc ça, c'est le petit truc qui m'a fait rire. Et la dernière chose qui m'a fait rire, là, c'est plus par rapport à un effet de style qui était présent dans le manga et qui est aussi reporté dans l'anime. C'est tout simplement Nami qui prépare le coup d'électricité, puis au même moment, t'as Chopper qui sort et il se fait électrocuter. Ça, dans le manga, c'était fait sur une case, on était totalement plié. Et là, je trouve que c'est bien mis en... C'est bien... L'effet de style, l'effet est vraiment très très bon. Et la tête de Chopper et aussi la tête de Nami qui est une reprise justement du manga. Ça, c'est vraiment un truc qui était hyper classe. Et le truc que j'ai oublié aussi de parler, c'est aussi le fait que Carotte, quand elle est dessinée, qu'elle ait montré que les personnages soient vraiment androgynes. Donc ça fait quand même énormément penser à Lady Oscar. Et c'est aussi quelque chose par rapport aux filles au Japon, comment ils dessinent. C'est un effet de style qui est connu. J'ai plus la ref, donc à la rigueur, vous, si vous avez la ref, mettez-le dans les commentaires. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, qui était assez sympa. Puis c'est bien fait, ça va bien. Maintenant, on va parler de l'autre chose. C'est tout simplement Luffy qui court, un Senji, le garçon, on va en parler tout à l'heure, et il court, et à un moment il se fait intercepter par la sœur de Senji, qui le prend et qui l'amène dans la pièce. Par rapport, on dit tout le temps que, et ça a été le cas au niveau de Dressrosa, surtout au niveau de Rebecca, qu'il y a un gros fanservice qui est présent dans l'anime. Et le fanservice est plus présent dans l'anime que dans le manga. C'est-à-dire que quand on a vu Rebecca a été dessinée quand même d'une façon assez pulpeuse, mais parfois dans l'anime, en fonction de comment l'animateur était en charge du passage, on pouvait avoir une Rebecca avec des poumons qui étaient absolument incroyables. Et là, je sais pas, pour ceux qui regardent le manga et aussi l'anime, je sais pas si vous avez remarqué au niveau de la Reju. Ce qui se passe, c'est que la culotte, c'est pas obsédé de parler de ça dans une vidéo. C'est seulement quelque chose, moi, qui m'a étonné, le fait qu'il y ait eu moins de fanservice dans cet épisode qu'il y en ait eu dans les mangas. Dans les mangas, quand Ichiro Oda dessine Reju, elle a une chemise, hein, on va appeler ça comme ça, qui est hyper courte et on lui voit la culotte. Elle est dessinée et tout. De toute façon, là, je vais mettre obligatoirement des passages. Et là, dans l'anime, ils ne l'ont pas mis. Ils ont mis une robe, enfin une chemise qui est beaucoup plus longue, qui va presque arriver jusqu'au bandage. C'est-à-dire qu'on lui voit pas les culottes, on lui voit rien. Et même au niveau de la chemise en haut, il n'y a pas de décolleté pour mettre en évidence ses poumons. Alors que dans le chapitre précédent, au moment quand on voit Robin qui est à genoux, on voit qu'elle se serre la poitrine et on voit qu'elle a une poitrine qui est vraiment très très grosse. Et la poitrine qui a été dessinée comme ça, c'est par rapport à l'animateur. Et là, les personnes qui étaient en charge de cet épisode, eh bien, ils ont voulu être soft, ou alors c'est carrément la Toei ou l'épisode directeur qui a dit non, là on va pas faire de conneries, il y a peut-être des jeunes qui regardent, donc on va pas dessiner cette culotte qu'on ne saurait voir, donc on va faire un truc beaucoup plus long. Et ça m'a vraiment surpris. Et voilà, on va pas parler de fanservice sans bien sûr parler de Senji, ce gros obsédé, et Senji est égal à lui-même là, c'est-à-dire que là il est en pleine tourmente. Ce que j'ai beaucoup aussi apprécié dans cet épisode, et même dans l'anime en général, c'est qu'on a les décors sont beaucoup mieux dessinés en détail et on se rend mieux compte
de l'enfer, enfin du gigantisme qui est le château de Wall Cake Island. Et le retour des plans aussi. Moi je sais pas pour vous, mais le retour des plans avec cette petite musique et les petits icônes qui n'arrêtent pas de bouger, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé quand c'était au niveau de Dressrosa et aussi par exemple au niveau de Alabasta. Et là le retour comme ça, et le fait de voir Senji qui marche dans les couloirs et de voir qu'il fait le tour, qu'il s'installe sur un banc et qu'il est là en train de réfléchir, c'est bien parce que ça donne un côté au château beaucoup plus vivant qu'on pouvait le voir dans le manga. Et là, on le voit en train de réfléchir, on le voit en train de se poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard, comment il va réagir. Bah, c'est des trucs que j'ai aimé et on sent qu'il est en train de on sent qu'il est en train de se remettre en... Il essaye de se remettre en question, mais on voit qu'il est quand même bloqué. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans sa tête. Il y a un dilemme et on est peut-être dans un... Il lui manque peut-être un bon petit truc pour qu'il ait son élan, parce que là, ça y est, Luffy, il est parti du château et il va aller rejoindre sur la plaine où il y a eu le combat, et on demande qu'une seule chose, c'est que Senji se sorte les doigts du pub et qu'il aille le rejoindre. Donc c'est la chose qu'on attend. Et malheureusement, quand on voit le teaser de l'épisode précédent, on se dit que c'est pas encore tout de suite que ça va arriver. Donc voilà, c'est la fin de cette critique analyse d'épisode, épisode assez tranquillou. Donc critique analyse aussi pas mal tranquillou, mais épisode qui fait quand même plaisir, parce que même s'il est moyen, il est quand même mieux que d'autres qui étaient une pure médiocrité. Donc voilà, j'espère que cette critique vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu, et n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.